Et arrivé sur le pont, c'était même pas le pont de Champignol, c'était le pont de Bouxières-aux-Dames. Je me suis trompée l'autre jour, c'était le pont de Bouxières-aux-Dames. Je me suis arrêtée sur le côté, et j'ai dit mais c'est pas possible, là, c'est un truc, vous voyez, comme mon frigidaire, là, long, lumineux, avec comme des projecteurs. On aurait cru des centaines de néons. Donc, des centaines de milliards de quelle forme? Oh, C'était rond, c'était vous rappelez pas. C'était Il y en avait trop beaucoup. lumineux, on ne pouvait pas voir. On ne pouvait pas distinguer si c'était rond, si c'était long. Mais la puissance, on voyait tout en dessous. Et donc je dis à Martial, regarde voir là-bas. Et puis bon, le gosse il a regardé. C'était en l'air ou c'était... Oui, c'était en l'air. C'était en l'air, oui. Pas très haut, hein. D'accord. À mon avis, c'était pas haut, hein. C'était à quelle hauteur? Oh, c'est difficile, hein. Oui, oui. C'est difficile, je pourrais pas vous dire, je sais pas moi, on aurait pu l'atteindre en haut d'un building, un petit peu plus haut qu'un building. C'était un petit building d'autrefois, quoi. D'accord, quand même de quelques mètres. Enfin. Disons un petit building de 5 étages. Ah oui, quand même. Oui, 4-5 étages. Voilà, ça se trouvait comme ça, puis c'est resté un moment, hein. C'est resté un moment, ça voulait... Alors j'ai arrêté des automobilistes qui m'ont dit on s'en fout. Oui. Il y en a un Vous êtes arrêté parce que vous l'avez vu. Oui, et j'ai arrêté d'autres automobilistes qui n'ont rien voulu savoir. Par contre, j'ai rencontré un petit motard avec son casque, puis il me dit, vous avez des ennuis, madame? J'ai dit non, monsieur, il n'entendait pas avec son casque, alors je lui ai dit, retirez votre casque, j'ai quelque chose à vous montrer. Alors il a défait son casque, il a été, je lui ai dit, regardez non. Oh ben merde alors, c'est tout ce qu'il a dit. Et je ne sais pas son nom, je ne sais rien du tout. Et ça m'a travaillé, hein. Franchement, ça m'a beaucoup Et la forme travaillé. de cet objet, c'était... Eh bien, ça me paraissait long. Oui. Ça me paraissait long, mais difficile à... Et la taille? Oh, c'était gros, hein, c'était gros pour moi. À mes yeux, c'était gros, alors que le gosse, il le représente comme un morceau de sucre. En fait, le morceau de sucre, moi, je l'ai vu. Je l'ai vu, mais lui, il a dit un morceau de sucre. Je lui ai redemandé, là, il m'a dit, je ne me rappelle plus trop bien. Il était petit aussi, hein. Et là, ce coup-ci, c'était en vol stationnaire, enfin ça ne bougeait pas. Non, ça ne bougeait pas, ça ne bougeait pas. C'était stationnaire, et puis après, un petit peu après, j'ai voulu regarder, et j'ai plus rien vu. Et vous avez vu? Alors je ne sais pas si c'est parti, je ne sais pas si c'est... Je ne sais rien. Combien de jours après, il y a eu... C'était en l'air, donc il n'y avait rien Oui, autour. Il n'y avait rien autour. Ah non, il n'y avait rien. Rien. La Tout le forme, monde. comment tu l'as Alors fait? tout le monde... oui, Le diamètre? ça y est, je viens de le dire. Ouais, mais t'as... Oh. Mais je peux pas Ouais, mesurer. comme un building, enfin. Oui, moi, non, pas gros comme un building, hein, attention. 5 étages. C'était la hauteur que je Ah dis. oui, mais le diamètre, ça ressemble à une Ben, assiette, une j'ai soucoupe. dit comme le frigidaire, un peu, mais dans l'autre sens. Oui. Mais c'était métallique? Vous voyez de la matière? Ça ou me c'était juste, semblait, c'était tellement lumineux. Voilà, c'est la lumière. Je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas voir, c'était trop lumineux. On ne pouvait pas dire que la lumière était rien qu'à la base, etc. Si, si vous voulez, ça envoyait comme ça à la base. Mais c'était aussi lumineux au-dessus. Alors c'était lumineux et ça envoyait des lumières vers le bas. Sur le bas, voilà. Alors j'ai dit, mais il y a des milliers de gens qui auraient pu le voir aussi, mais il n'y a pas que moi sur Terre. Alors j'ai vu, à la suite des gens qui m'ont téléphoné, ou je ne sais plus trop, des gens du port de Frouard, et qui m'ont dit, nous sommes deux à l'avoir vu. Alors je lui dis, moi, je suis contente parce que j'ai cru que c'était moi qui étais folle. Oui, vous ne devez pas halluciner. Eh ben oui. Marqué dans le journal. Alors oui, mais ça, s'ils ont marqué dans le journal, mais sans pour autant croire. D'ailleurs, lui il m'a dit, il faut que tu te fasses soigner. Bon, j'ai dit, bon, Bien c'est sûr, parce tout. qu'on ne sait pas si c'est personnel ou si, Ah ben, c'est ou si difficile, plusieurs hein. personnes l'ont vu. C'est difficile, mais il y en a d'autres qui l'ont vu donc à Frouard. Mais 2 jours après, on a eu
ou à la télévision ou sur le journal, 2 aviateurs. Quelques jours plus tard, ont été, pareil, pris par... mais ils ne le décrivaient pas non plus comme une soucoupe. Donc, j'ai dit... Alors ça m'a vraiment rassurée. Parce que venant de pilote, il n'y a pas de secret, hein. Et moi, j'en ai parlé autour de moi, parce que ça m'avait beaucoup travaillé. D'ailleurs, la nuit où je travaillais, puisque je travaillais de nuit comme aide-soignante au centre médical Spinman à Saint-Christophe, et j'ai eu beaucoup de mal à passer cette nuit-là. Hein. J'étais toujours à la fenêtre, toujours à voir si ça revenait, tout le temps. Parce que j'avais envie de montrer à mes collègues et leur dire que je suis pas folle. C'était ça qui me travaillait le plus. Bon, ben voilà. Vos collègues, comment elles l'ont pris au sérieux. Elles l'ont bien pris. Elles m'ont dit, elles étaient même à l'affût comme moi à vouloir voir. Parce qu'elles y croyaient quand même. Bon, est-ce que c'était pour me faire plaisir? J'en sais rien, mais je crois pas. Elles étaient sincères dans ce qu'elles disaient. Et puis, donc voilà mon aventure. Et puis je suis restée quand même un moment avec la tête en l'air. Hein. Et j'ai une dame qui m'a téléphoné du Haut-du-Lièvre à Nancy et qui m'a dit, Daniel, je t'ai vu, et c'est ce que je connaissais. Elle me dit, Daniel, je t'ai vu dans le journal, bah, figure-toi que les gens feraient bien de regarder plutôt que leurs pieds, feraient bien de regarder dans le ciel, parce que, elle me dit, c'est vrai, moi aussi j'ai vu, mais pas à la même époque que toi. Mais elle n'a pas vu la même chose, forcément. Ben, je ne sais pas, je me rappelle plus de ce qu'elle m'a dit, donc je ne veux pas inventer. Mais bon, voilà quoi. C'était... Alors la gendarmerie a interrogé les deux, hein, mon fils et moi, de chacun à part. C'est vous qui avez voulu y aller? C'est moi, oui, parce que je ne savais pas ce que c'était, donc j'avais peur qu'il y ait un danger. Du fait que c'était en l'air comme ça, j'avais peur que ce soit un danger pour nous, pour tout le monde, pour la population. Alors je me suis dit, il faut quand même que je le dise à la gendarmerie. Et les gendarmes se sont quand même déplacés pour venir me voir, mais comme il n'y avait plus rien. Et ils pensent, alors ils ont été gentils, ils pensent que ce ne sont pas des bobards de ma part qui marquent dans le journal. Alors pour des fous. Alors justement, vous disiez par rapport à votre famille... Oui, Marie, il l'a pas bien pris, il l'a pas pris, il m'a dit, allez, arrête avec ça. Vous avez du mal à la oui, croire. même maintenant. Oh, moi j'ai fait les colonies et tout, j'ai jamais vu d'OVNI. Bah parce que tu regardes tes J'ai pieds. jamais vu, j'en ai jamais entendu parler. Bah parce que tu Ah bah regardes. non. Parce que tu regardes tes pieds. Non. Mais regarde en l'air, tu verras, il y a souvent des surprises. Depuis Madagascar, Et moi, je regarde. À Djibouti, j'ai jamais vu. Même jusqu'à l'Algérie, j'ai jamais vu de. Ça peut arriver, c'est sûr. Oui. Mais s'il y a des militaires aviateurs, bien sûr, avec leurs avions, mais moi j'étais pas dans l'aviation, hein, j'étais sur le terrain, donc c'est autre chose. Non, mais oui, là. Peut-être que ça existe. Il faut pas dire que ça n'existe pas. Vous voulez dire? La deuxième fois que j'ai vu quelque chose avec Simone, Oui. c'était ça. Voilà, donc je sais pas. Après, c'est à vous de voir s'il est trop bu ou si c'est vrai. Voilà, donc alors on se heurte souvent, les ovnis, c'est, comme on a vu au début, c'est amalgamé avec des phénomènes paranormaux. Donc voilà, le paranormal, donc au niveau de la sémantique, vous avez para, donc tout de suite ça sort de la normalité. Donc ça veut dire que déjà l'utilisation du mot induit quelque chose, sous-entend qu'il y a quelque chose, il y a des choses qui ne sont pas normales et d'autres qui sont normales. Donc nous avons le mur du paranormal. Oui. Donc nous, voilà, j'ai représenté ici la personne avec les informations, les connaissances. Là vous avez des connaissances paranormales, qui ne sont pas normales. Et du coup je vais faire une petite digression sur le paranormal, si vous me permettez. Voilà, donc voilà, pour moi les connaissances paranormales, c'est par exemple les voyants. Voilà, il me semble que les gens qui prétendent avoir ces facultés se heurtent au même problème.
c'est-à-dire un voyant verra plein de choses dans le temps, dans l'avenir. Et donc voilà, j'ai représenté ça comme ça, ses connaissances en violet. Et donc voilà, par rapport au groupe, voilà, il sera pris pour un sorcier, un charlatan, un diable, voilà, un bouton noir, etc. Donc là, j'ai représenté ça comme des connaissances interdites, c'est-à-dire voilà, au Moyen-Âge, les gens qui étaient un peu spéciaux, voilà, on les brûlait. Voilà. Alors, quand je fais ça, je pense à Maud Christane, en fait, qui est une voyante très connue en France, enfin, dans le milieu en tout cas, et qui essaye de faire reconnaître scientifiquement ses capacités. Donc, elle a participé à des émissions télévisées, et elle a aussi participé à des expériences scientifiques. Donc on l'a testé. C'est pas du tout reconnu en France, donc elle a dû aller à l'étranger. Et il y a certains laboratoires dits de parapsychologie qui ont fait des expériences pour savoir si elle avait des capacités, ce qu'on dit extrasensorielles, c'est-à-dire qui sortent des 5 sens matériels. Hein. Donc c'était absolument probant. Elle a une chaîne sur YouTube que vous pouvez aller voir. Si vous regardez tous ces documentaires, moi j'ai vu en plus son livre, un petit livre, elle a écrit des livres, elle a une très bonne plume, et elle explique ça de façon très claire. Et bon, moi c'est un sujet à creuser, voilà, donc si ça vous intéresse, voilà. Alors, nous avons donc d'un côté une voyante qui essaye de faire reconnaître ce phénomène paranormal, hein, qui devrait être normal au fond. Donc d'un côté, et de l'autre, des scientifiques qui se posent des questions, justement. Alors nous avons Philippe Guillemont, enfin, les gens qui travaillent sur les NDE, par exemple, c'est-à-dire les phénomènes de mort imminente, les EMI, se posent des questions, parce que les gens qui vivent des EMI, tout à coup, ils ont des perceptions extrasensorielles, ils ont un état modifié de conscience, on ne sait pas comment ça se fait. Il y a des gens qui arrivent avec une activité dans le cerveau quasi nulle, à savoir ce qui se passe non seulement autour d'eux, mais en plus, ils sont vraiment de ce que les gens, de ce qui s'est passé dans les chambres à côté, dans les salles à côté. Donc ça a beaucoup perturbé les médecins qui sont occupés. Hein. Et maintenant, il y a beaucoup de médecins, chirurgiens, hein, réanimateurs, etc., qui se sont intéressés au phénomène. Donc en France, il y avait Charbonnier, mais maintenant, il y a Olivier Chambon. Dans les pays anglo-saxons, il y a Kim van Lommel. Là, c'est hollandais, je crois. Et là, nous avons l'exemple de Eben Alexander, qui était chez chirurgien, je crois, chirurgien, et qui se fichait complètement de ce phénomène, et puis qui disait mais c'est pas possible, comment ça se fait que les gens ils peuvent vivre tout ça, et puis percevoir des choses extraordinaires comme ça, et pas de chance, enfin, ou une chance, ça lui est arrivé. Et du coup, il s'est mis à faire des conférences et à promouvoir ce phénomène. Voilà, il écrit un livre, Proof of Heaven, etc. Et là, nous avons un chercheur qui est très intéressant aussi, qui s'appelle Philippe Guillemont, qui est à la base un physicien. Et lui, c'est un spécialiste de l'intelligence artificielle. C'est un grand ponte, enfin un grand ponte. Et il a eu quand même des médailles au CNRS, etc. Il fait beaucoup de conférences en ce moment. Il a aussi sa chaîne. Il aborde tous ces problèmes très intéressants. Il parle aussi des ovnis, bien que je ne sois pas tout à fait d'accord avec ce qu'ils disent. Mais voilà, lui, il s'intéresse effectivement au phénomène de l'inconscience. La conscience, c'est-à-dire que nous avons une façon de voir les choses en 4 dimensions, et nous pensons que tout se résout par les équations que nous connaissons en 3D, avec la physique newtonienne ou classique, mais bon, on n'a pas encore intégré les connaissances en recherche quantique, enfin en tout cas dans le grand public. Et lui, par un raisonnement assez intéressant que vous pouvez voir dans ses vidéos, il démontre plus ou moins qu'il
qu'il y a une influence, qu'il y a un libre arbitre qui ne peut s'expliquer que par des informations qui viennent de l'extérieur. Donc là, il parle d'une conscience immatérielle. Donc là on est dans une perspective où on dépasse le matériel. Donc c'est pour ça que je parle du paranormal. C'est-à-dire qu'on est à la limite de la science. Pourtant, on voit des choses, mais on a du mal à les accepter. Il y a des scientifiques qui essayent de prouver ça. Je voudrais juste par rapport justement à l'étude de la conscience. Bon, moi j'ai fait quelques années scientifiques, mais j'ai une démarche assez cartésienne. Et en fait, c'est vrai qu'il y a la matière, et on peut voir aussi l'ensemble du monde, donc le jeu, comme il y a le schéma corporel qui est une sensation. La conscience est une sensation. Et en Qigong, on apprend justement à pénétrer le schéma corporel pour le modifier avec l'esprit. Et effectivement, jusqu'à voir qu'il y a une limite corporelle qui sont en fait des illusions. Et par l'esprit, on peut attirer des sensations qui deviennent réelles, parce qu'en fait, on définit le réel par le corps à partir du moment où il est ressenti. Voilà. Oui, tout à fait. Donc il y a plusieurs pratiques. Hein. Moi, je parle juste de théorie, parce que moi, je suis aussi cartésien, donc je ne m'intéresse qu'à la théorie. Hein. Je ne parle que de rationnel et de logique. Mais effectivement, pour accéder à ces choses-là, pour qu'on dit paranormal, ou pour travailler le caractère extrasensoriel, il y a des pratiques. Donc effectivement, comme vous dites, le Qigong, mais il y a aussi le Reiki. Même Maud Christian a ouvert une école de voyance. Il y a des exercices pour ça, apparemment. Et qu'est-ce que nous avons ? Nous avons aussi Olivier Chambon, qui est un médecin psychiatre de haut niveau, hein, qui fait des cours à l'Université de Lyon, et qui a exploré la voie chamanique. Donc lui, il est allé tester l'ibogaïne, la kaiouska, ce sont des plantes qui sont utilisées dans ces rites chamaniques pour dépasser le stade juste matériel, pour voir, il a expérimenté sur lui-même ces plantes, il a fait des expériences pour voir effectivement si on arrivait à modifier sa conscience et puis percevoir d'autres choses. Donc, c'est Olivier Chambon fait aussi pas mal de vidéos, c'est très intéressant ce qu'il raconte. Il a écrit quelque chose ? Oui, il a écrit 2 ou 3 ou 4 livres sur les expériences de mort imminente, sur la façon de parler de la mort aux enfants, par exemple, aussi, qu'il a fait récemment. L'expérience, comment parler de la mort aux enfants. Voilà. Puisque effectivement, comme il est psychiatre, psychiatre, voilà, il est confronté à ce genre de problème, et forcément on pense à la vie et à la mort, hein, forcément. Je crois aussi que la théorie quantique, qui est quand même maintenant qui se développe en physique, ouvre la perspective de nouvelles théories par rapport à tout ça. Hein. Oui, tout à fait. Alors, il y a une expérience. On parle même de médecine quantique. Oui, déjà, oui, bien sûr. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que les réactions chimiques, on voit qu'on a l'habitude de voir tout en réaction chimique et en formule chimique dans une cellule. Puis on s'aperçoit qu'en fait, à cette échelle, on est obligé de tenir compte de la physique quantique. Puisque les échanges, on ne peut pas expliquer ça juste avec la mécanique newtonienne. Comme la photosynthèse, par exemple, ils sont obligés de penser à l'effet tunnel, je crois, enfin je ne suis pas un spécialiste, hein, mais c'est ce que j'ai vu, pour expliquer la photosynthèse. On ne peut pas l'expliquer juste en disant le photon, il arrive juste à l'endroit. Et effectivement, par rapport au temps, c'est une autre problématique, mais au paranormal, il y a une expérience très connue qui s'appelle le Delayed Choice Experiment. C'est l'expérience de choix retardé, c'est-à-dire qu'on a des particules qu'on dit intriquées et qui voilà,
des particules qui peuvent être des photons, enfin des protons, enfin, je ne sais pas quoi. Et lorsqu'on observe une particule d'une certaine façon, on s'aperçoit que l'autre particule réagit exactement en fonction de notre observation. Et c'est très perturbant parce que la réaction se fait à une distance qui peut être infinie, quoi. Enfin, qui peut aller très très loin, ou alors ce qu'on appelle l'expérience retardée, c'est-à-dire que le résultat, c'est-à-dire qu'on envoie les deux particules, et donc on va bloquer une première particule, et ensuite une fois que la première particule est bloquée, on va analyser, mais après, on va décider d'analyser la deuxième particule d'une certaine façon. Donc le choix est retardé parce qu'on a bloqué la première particule, le résultat, et on mesure seulement la deuxième particule, mais d'une façon enfin, aléatoire, et on ne savait pas quel était ce choix-là au moment où on a bloqué la première particule. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc, la première particule se comporte comme si elle savait à l'avance le choix qu'on a fait sur la deuxième particule. Donc c'est une expérience qui est très perturbante. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que le choix qui a été fait après dans le temps a une influence sur la mesure qui a été faite avant. Le délai de choice expérience, c'est très connu. Comme s'il y avait une conscience de la matière, c'est ça? Alors, pour schématiser. Effectivement, alors vous avez Alain Kohn qui est un mathématicien, c'est le summum des mathématiques en France, qui est professeur au Collège de France. Voilà. Moi je ne sais rien, je ne suis pas mathématicien, mais en tout cas ce qu'il raconte, c'est qu'effectivement c'est perturbant parce que vous pouvez effectivement prendre une particule qui vient de très très loin dans l'espace, qui a parcouru des milliards d'années-lumière, et puis la façon dont vous observez cette particule a une influence sur la façon dont elle s'est vue, dont elle aurait pu se comporter autrefois. Donc vous avez un effet de la conscience sur le passé. Et là, il y a un problème au niveau du temps, vous voyez. Et quand on parle de perception extrasensorielle sur le futur, comme avec Maud Christen, ça peut éventuellement donner un début d'explication. Est-ce que ça a à voir avec le pouvoir de l'eau, notamment? On dit que l'eau a un pouvoir de transformation. La mémoire de l'eau. Là, je ne peux pas vous dire, mais moi je ne suis pas assez. Effectivement, il y a Luc Montagnier qui a repris les expériences du docteur Benveniste, qui a reconstruit l'ADN en fonction de. C'est une expérience assez étonnante. Il a reconstruit l'ADN à partir de la signature électromagnétique d'un autre ADN qu'ils ont enregistré dans un laboratoire très très loin. Mais est-ce que ça a un lien? Là, c'est peut-être autre chose. Parce que là, c'est sur le temps. Là. Alors donc, là, pour moi, le processus de recherche, c'est l'intégration de nouvelles connaissances avec... voilà. Et si on remet en cause certaines connaissances qui sont plus bonnes, hop, voilà, on les enlève. Donc je pense que c'est comme ça qu'il faudrait faire. Malheureusement, j'ai l'impression que parfois, les gens, je ne sais pas, sont peut-être habitués à ce qu'on leur inculque des informations, mais n'ont pas appris à tirer les conclusions d'eux-mêmes en fonction de ce qu'ils ont vu, quoi. Alors, je vais enfin passer au cas des ovnis. Alors là, je parle du changement de paradigme. Alors, si les IT existent, alors ça peut être effectivement, on n'en sait rien, ça peut être des technologies de l'armée qu'on ne connaît pas. Mais dans l'hypothèse où ça existe, parce que ces phénomènes ont été répertoriés il y a des siècles, on en voit beaucoup de traces d'ovnis, enfin dans l'architecture, Oui.
sais pas comment dire. Alors, dans l'hypothèse où ils existent et qu'ils interfèrent avec nous, j'ai distingué plusieurs possibilités. Soit ils sont neutres, soit ils sont négatifs par rapport à nous, ils voudraient nous détruire, soit ils sont manipulateurs, négatifs, soit ils sont positifs. Alors, s'ils sont neutres, nous avons le cas des Lumières de Phénix, qui est assez connu, c'est-à-dire qu'en 1997, il y avait un engin en forme de boomerang avec des lumières qui faisait la taille de 2 stades de football américains, et des milliers d'Américains ont vu ça à la télé et en vrai. Et c'est passé, et ça fait beaucoup de bruit, ils n'arrêtaient pas d'appeler la police, etc. Et qu'est-ce qui s'est passé le lendemain ou le soir, enfin, je sais pas. Juste après, le gouverneur de l'État est passé à la télé et a tourné l'événement en dérision en disant oui, on a trouvé les extraterrestres, et il a fait venir un type en costume déguisé en extraterrestre pour ridiculiser cet événement. Et les Américains qui ont vu ça, ils étaient absolument dégoûtés, ils ne comprenaient pas, et ils en voulaient énormément à ce gouverneur qui s'appelle Fife Symington. Et plusieurs années après, lorsqu'il n'a plus eu sa charge, il a avoué que lui-même avait vu ce phénomène, et il était lui-même pilote d'avion, donc il ne pouvait pas expliquer ce qui s'est passé. Alors est-ce que c'était alors on a raconté que c'était des leurres, est-ce que c'était un engin secret de l'armée? En tout cas, ça faisait deux stades de foot, quoi, et voilà. Ils ont tourné l'événement en dérision. Donc là, on peut dire, si ce sont des extraterrestres, qu'ils avaient une attitude neutre d'observation. Alors le crash de Virginia, ça c'est le Roswell argentin. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, et moi ce qui m'a intéressé, parce qu'il y a eu des enfants qui étaient témoins, donc il y a eu trois sœurs qui ont vu effectivement un extraterrestre. Ils ont vu un crash en fait, et 3 sœurs ont décrit un extraterrestre. Et l'une d'elles a même ressenti, elle a fixé dans les yeux un moment et a ressenti beaucoup de détresse. Donc elle a ressenti quelque chose. Et ce cas est très documenté, hein. Il y a l'armée qui est arrivée, les pompiers, les hôpitaux, et tout ça a été redit en bloc par la suite en disant qu'il y avait un nain, etc. Enfin bon, vous pouvez vous renseigner vous-même, tout est sur internet maintenant. Là je dirais que c'est une attitude neutre, sauf qu'ils ont eu un crash, pas de chance, donc ils se sont fait attraper. Alors voilà. Alors, l'attitude destructrice, là pour l'instant, n'a pas été détruite, donc a priori, je dirais que peut-être, voilà, sans savoir, apparemment, moi il me semble pas, mais c'est une hypothèse qui a été avancée par Hawkins. Hein. Il dit attention, on ne devrait pas envoyer trop de signaux dans l'espace, on pourrait se faire repérer, ils pourraient nous détruire. Reagan a fait dans un discours à l'ONU une allusion à ça en disant oui, ça serait bien que des extraterrestres nous attaquent, comme ça on se réunirait on s'unirait pour se défendre contre. Il a une vision assez guerrière. Donc l'attitude destructrice, bon, pour l'instant on n'est pas détruit, je ne sais pas. Alors l'attitude négative mais manipulatrice, alors ça c'est quelque chose d'un peu spécial. Alors il n'y a pas longtemps, il y a eu une procession pour Fatima, il y a quelques jours, pas loin d'ici, et en fait Fatima c'est un événement qui s'est passé en 1917 et qui a fait intervenir 3 enfants. Ces 3 enfants ont décrit au début des êtres de lumière, et la vraie représentation qu'ils en avaient au départ, c'était celle-là. Donc, vous voyez, c'est différent de la guerre de magie. Donc il y a eu des milliers de témoins parce que c'était plusieurs événements qui avaient été annoncés, et donc les gens sont venus, et il y a eu effectivement des phénomènes qu'on dirait surnaturels, hein, mais paranormaux,
avec des lumières qui bougent dans le ciel très très fortes, des phénomènes même de temps. Et ces apparitions ont demandé aux enfants, on leur a donné l'hostie, leur ont fait boire du vin, enfin soi-disant, et leur ont demandé de faire des prières. Ensuite, l'Église a considéré ça comme un miracle et ils ont fait des enquêtes. Et ces enquêtes n'ont été révélées que 80 ans plus tard, enfin 60 ans plus tard. Et en fait, c'est des chercheurs universitaires portugais qui ont écrit ce livre, la Fatima, là, ceux qui se cachent derrière les apparitions, qui sont allés voir les archives de l'Église, les enquêtes, et qui penchent pour la théorie de la manipulation. Alors c'est assez étonnant parce que alors ça a été aussi repris par le contre-amiral Gilles Pinon, qui est décédé, qui a fait aussi une analyse de ces événements et qui ont déduit que c'était sans doute des extraterrestres, étant donné le parallélisme et la similarité avec d'autres événements extraterrestres, voisinaires extraterrestres. Donc, comme c'était un événement qui était annoncé, même par des médiums en fait, voilà, ils se demandent si c'est pas des extraterrestres effectivement qui ont fait provoquer ces événements, voilà, dans un but de manipulation, ou en tout cas en se présentant comme des gens qui n'étaient pas vraiment. En tout cas, l'Église, d'après ces auteurs-là, a repris ça à son compte, puisque à l'époque, elle avait le problème de la République, la République portugaise qui devenait laïque. Donc c'est comme en France, en 1905, la loi de séparation de l'Église et de l'État. Et donc, comme elle perdait du pouvoir, quelque part, ça l'a arrangé de reconnaître ça comme un miracle, d'après les auteurs. Même si c'est de la manipulation, Fatima, on n'a aucun moyen de savoir si c'est bienveillant ou malveillant. Ils veulent peut-être s'annoncer, mais ils rentrent par un petit côté qu'on est prêt à accepter, c'est-à-dire une intervention religieuse, histoire de préparer le terrain pour autre chose, quoi. Ouais, c'est pas forcément malveillant. Toutes les hypothèses sont possibles. Mais bon, si c'est une manipulation, voilà, on sait. Quand on dit à ma fête de ne pas toucher le feu de quelque chose, c'est de la manipulation, mais c'est pas malveillant. Non, mais c'est la vérité, par contre. Alors que si je dis oui, je suis mari, sans être mari. Alors là, vous avez François Brune, c'est un prêtre qui est très intéressant, qui dit plein de choses intéressantes. Et justement, il parle de Fatima dans une vidéo. Il dit, il est assez ouvert, parce qu'il dit oui, c'est possible que ce soit des extraterrestres. Il dit, figurez-vous qu'il y a plein de phénomènes dans les miracles chrétiens qui pourraient être interprétés comme ça. Et donc, quelque part, c'est double tranchant. Parce que soit vous considérez qu'il y a des miracles, soit vous considérez que ce sont des extraterrestres. Après, c'est l'interprétation qu'on en fait. Tout à fait. La réalité du phénomène, elle est indiscutable, puisqu'il y a des centaines de gens qui étaient là, qui ont vu, par exemple, le soleil apparaît d'une façon exactement. brillante. Enfin, bon. C'est ça. Donc il y a eu ce phénomène lumineux très très fort de lumière qui éclairait comme le soleil. Et bon, c'est ce qu'il y avait dans la deuxième interview de la dame que j'ai faite. Elle parlait effectivement d'un phénomène lumineux en plein jour, avec des lumières qui éclairaient comme le soleil. Et ça, je ne lui ai pas sorti les mots de la bouche. Donc voilà, c'est pour ça que j'aurais pu vous la passer, mais c'est exactement ça. Comment il s'appelle ce prêtre François Brune. Ah, Brune, François Brune. François Brune. Il n'a pas la langue dans sa poche et c'est très intéressant ce qu'il raconte. Donc voilà. Une attitude positive, ça peut être l'écho de roi, mais là on peut dire aussi que ça peut être une manipulation, puisque les technologies, alors c'était 60 enfants dans l'école du Zimbabwe qui ont été interrompus pendant la récréation et qui ont vu une soucoupe se poser avec deux extraterrestres. Voilà. Ils les ont dessinés, ils ont été interviewés et apparemment on leur a communiqué. Voilà, les extraterrestres apparemment sont télépathes. On leur a communiqué que la situation était grave sur Terre, qu'il y avait plein de problèmes environnementaux, etc. Donc dans ce cas-là, si ce n'est pas une manipulation, parce que maintenant on peut quand même induire du son dans le cerveau. Il y a des technologies qui permettent
vous pensez entendre des choses avec les ondes. C'est-à-dire que ça passe pas par pas forcément par le canal auditif. On peut induire du son dans le crâne, hein, en envoyant des ondes. Donc peut-être c'est une manipulation, je ne sais pas. Mais en tout cas, les enfants ont eu ce message-là. Donc si c'est une intervention extraterrestre, on peut dire que c'est positif. Par télépathie, oui. Mais on a vu dans le cas de Fatima qu'il y avait aussi de la télépathie parce que les voyants, enfin ceux qui ont vu le phénomène, n'ont pas entendu par les oreilles. Voilà. Alors, dans le cas d'une hypothèse positive maintenant. Alors, on imagine que les extraterrestres sont beaucoup plus avancés que nous technologiquement et qu'ils sont aussi peut-être plus développés spirituellement. Alors, comment ils peuvent nous aider d'une certaine manière? Comment ils peuvent nous faire passer un message? Alors là, je retourne un peu la situation. Là, je prends l'exemple de tribus qu'on dirait primitives et qu'on voudrait aider. C'est quand même compliqué. Donc on va les voir, on va leur refiler des maladies, ou alors on va les dénaturer avec notre technologie. On va complètement détruire leur culture. Donc voilà, donc là il y a des vidéos sur internet où on montre voilà, les explorateurs qui ont une première communication avec ces gens. Et là dans la première image, ils touchent l'explorateur parce que c'est la première fois qu'ils voient un blanc. Là dans la deuxième image, ils tirent sur l'hélicoptère avec des flèches. Donc il peut y avoir une attitude hostile, ou amicale, ou prudente, enfin voilà. Et là vous avez une île en Indonésie, je crois, où les gens, si vous ramenez sur la plage, ils vous tuent, hein, parce qu'ils ne veulent pas qu'on touche leur territoire. Hein. Donc si vous êtes une civilisation plus avancée et que vous voulez éventuellement nous aider, nous, terriens, comment on peut faire? Est-ce que c'est possible? Voilà, ça c'est une hypothèse. Enfin, une question. Alors, est-ce qu'ils vont utiliser une méthode pyramidale ou une méthode circulaire? Là, je vous pose la question. Hein. Vous voyez, parce que s'ils s'adressent... par exemple, je vais dans une tribu et je voudrais communiquer au chef de la tribu qu'il y a une civilisation beaucoup plus avancée qu'eux, qu'on est beaucoup plus démocratique, entre guillemets. Est-ce qu'il va bien le prendre, le chef? Je ne sais pas. Si le sorcier, voilà, il était bien content d'être, vous voyez, il était bien content d'être le chef, hein, et puis tout à coup, une société démocratique, c'est plus loin. Donc je ne suis pas sûr que l'hypothèse triangulaire, ça passe, quoi. Oui. De toute façon, avec tous les événements, ça arrive n'importe où. Par exemple, la dame de Saint-Christophe, ne sait pas d'atteindre le sommet, mais c'est plutôt n'importe qui. Oui, oui. Il y a des apparitions qui se font un peu partout. Oui. Mais est-ce que ça marche? Je ne suis pas sûr. En tout cas, Céline Alvarez, par exemple, pour l'école Montessori, enfin, ces nouvelles techniques pédagogiques, apparemment, dans une de ses vidéos, elle dit « J'ai essayé par le haut, j'ai pas réussi, il va falloir passer par le bas ». Enfin, voilà. Donc, ça, c'est pour autre chose, mais bon, c'est un petit peu ça. Donc, voilà, je pose la question, voilà. Il y avait un article intéressant qui n'a rien à voir avec l'ufologie, qui était la théorie du centième singe. Oui. Oui, alors ça c'est... Oui, où à partir d'un moment où il y a un nombre suffisamment de personnes ça se disperse. Oui, c'est ça. Mais alors ça rappelle un petit peu alors une théorie qui n'est pas acceptée, en tout cas dans la science, mais qui est développée par Sheldrake, qui est les résonances morphiques, c'est-à-dire que quand certaines personnes se mettent à penser à quelque chose, d'autres gens pensent la même chose. Donc il y a une sorte de communication, télépathique peut-être, qui se fait et qui fait qu'on est amené à évoluer en même temps. C'est comme si effectivement il y avait à partir du moment d'une certaine masse de personnes, tout se diffuse d'un seul coup.
Oui. C'est comme un son. Peut-être, oui, une masse critique qui fait que ça devient accepté ou pas. Mais quand on regarde Galilée, par exemple, ils ont mis des décennies en tout cas. Bon, il y avait l'Église qui était derrière aussi, donc qui interdisait, mais ils ont mis des décennies à reconnaître que la Terre tournait. Enfin bon, même si on change de référentiel, mais que la Terre, c'est plus logique de penser que la Terre tourne autour du Soleil. Alors, je vais passer à la chose la plus controversée. Cette image que vous avez vue là sur le site Want to Believe, elle vient de X-Files, la série. Et cette image vient des photos de Billy Mayer. Est-ce que quelqu'un connaît Billy Mayer? La personne avec qui j'en ai parlé. D'accord. Donc voilà. C'est quoi? C'est une américaine? C'est un Suisse. C'est un Suisse. Voilà, donc on a vu les techniques des informations. Billy Mayer, c'est un type qui vivait avec 700 francs suisses par mois, 3 enfants, et qui a un bras en moins. Il a eu un accident. Et il a pris des centaines de photos, des dizaines de films. Il a même, à l'époque, en 1975, il y a des journaux qui sont venus le voir. Der Spiegel, etc. Enfin, vraiment la crème. Hein. Il y a eu des télévisions japonaises qui se sont déplacées. Il y a eu des équipes d'ufologues qui sont allées voir. Et pas n'importe lesquelles, hein, vraiment des équipes sérieuses, enfin, ouais, sérieuses. Et à l'époque, il y avait une ufologue européenne qui était là voir aussi. C'est la cousine de Carl Jung. Donc elle s'appelle Lou Zinstag et elle est allée voir Billy Mayer. Et dans ses écrits, elle le relate. Hein, elle en revenait pas. Elle ne comprenait pas comment il a pu faire ces photos qui sont extraordinaires. Et là, ce que vous voyez là, ce sont des photos de Billy Mayer, donc de ce couple. Alors, lui, il s'affirme contacté, c'est-à-dire que effectivement, voilà, les photos sont, d'après lui, réelles. Donc, comment il a pu les réaliser, c'est très difficile à expliquer. Donc, avec un bras en moins, 700 francs suisses par mois. Et c'est de l'argentique. Et lorsque les photos étaient développées, donc il y a une enquête qui a été faite, hein, il y a des enquêtes, plusieurs enquêtes en fait. Et les pellicules montraient des photos prises l'une après l'autre. C'est-à-dire que il n'y avait pas des ratés. Vous voyez ce que je veux dire? Si j'essaie de tricher, je vais faire des ratés et puis je vais en garder une qui est bonne. Là, on voyait les positions successives des scopes. Voilà. Donc, pour les films, c'est pareil. On a des pellicules où on voit une soucoupe qui disparaît, qui réapparaît d'une image à l'autre. Donc il n'y a pas eu de coupure dans la pellicule. Alors moi on m'a argumenté, oui, mais on peut faire des astuces, ils auraient pu filmer un film. Ils auraient pu filmer un film, voilà, un montage. Oui, mais c'est quand même pas évident, hein. Et puis il faut synchroniser les deux machines. Donc voilà, comment il aurait pu techniquement synchroniser les machines et faire aussi des modèles très bien réussis. Et par exemple, celle du bas, à gauche, elle date à peu près de quelle année? C'est dans les années 75. Voilà, 75 ans, c'est marqué. Et il a fait des photos dans toutes les positions, par-dessus, par-dessous, avec plusieurs soucoupes. Et le Billy Mayer, les gens qui ont enquêté sur lui sont... Dès qu'ils ont à peine publié leur livre ou leur documentaire, ils ont tout de suite été attaqués par des gens qui n'étaient même pas allés en Suisse. Les gens ont tout de suite dénigré, et en ce moment, on traite de sectaire, de gourou, tout ça. Donc voilà. Qu'est-ce que nous avons? Lui, il a droit à tout. Alors lui, si vous voulez, il y a des dizaines de témoins autour de lui. Il y a des équipes qui ont fait les choses très sérieusement, puisqu'il y a 2 documentaires, il y a plusieurs documentaires,
Et il a même remis des échantillons métalliques qui ont été analysés par un chercheur d'IBM à l'époque. Il a remis aussi un échantillon sonore, le son d'une soucoupe, qui a été analysé par des spécialistes du son. Et tout ça, c'est raconté dans des documentaires. Et on fait comme s'il n'existait pas. Voilà. Donc lui, il a droit à tout. Hein. Il a droit à la falsification des photos, c'est un canular. Les gens qui y croient sont des crédules. Voilà. Les Pléiadiens, alors. Il dit qu'il est contacté par des gens des Pléiariens, des Pléiarèmes. C'est P-L-E-J-A-R-E-N. Mais en fait, au début, ils ont laissé la dénomination Pléiadien. Donc maintenant, quand vous cherchez Pléiadien sur Internet, vous trouvez plein de choses exotiques qui sont complètement absurdes. Et ils l'ont fait exprès, en fait, enfin c'est ce qu'ils disent, parce que le vrai nom c'est Pléiarène, P-L-E-J-A-R-E-N. Et ça peut pas être absurde, mais quand on lit, on s'aperçoit qu'ils sont très malins. En tout cas, c'est en allemand. Il a écrit 26 000 pages, et il est toujours vivant. Et sur ces 26 000 pages, il y en a moins du 10e qui a été traduit en anglais. Et sur ces 26 000 pages, il y en a peut-être moins du 200e qui a été traduit en français. Voilà. Donc, lui, il a droit à tout. Donc, nous avons la technique de la vaccination, c'est-à-dire que, comme vous avez vu, vous connaissez cette image, vous connaissez celle-là, donc quand vous tombez sur celle-là, j'ai déjà vu, hein, pas très intéressant. Il a droit à toutes les dénominations, donc c'est un charlatan, c'est un gourou, chef d'une secte, un désinformateur, c'est un diable, etc. Bon, il y a même des témoins qui sont à charge. Bon, c'est vrai qu'il a divorcé de sa femme, et sa femme a témoigné contre lui. Mais voilà. En disant quoi? En disant que c'était faux. Mais si vous voulez, quand vous voyez le témoignage, bon, vous pouvez aller le voir hein, sur Internet. Voilà. Vous avez d'un côté un témoin dont on peut peut-être à vous de juger, et puis à côté vous avez des dizaines de témoins, voilà. dont ses enfants. En général, quand on a divorcé quelqu'un, on n'a pas trop envie de... Si vous voulez, moi je sais pas, c'est à vous de juger par vous-même. Mais moi quand j'ai vu la vidéo, j'avais l'impression qu'elle avait pris un calmant. Hein. Enfin, elle parle comme un robot. Hein. Voilà. Après, c'est à vous de juger. Donc vous-même, vous n'y croyez pas? Quoi donc? Je veux dire, vous pensez que c'est faux? Non, pas du tout, je ne crois pas. Déjà, alors c'est très important parce que je ne crois pas. En fait, j'essaie de déterminer qu'est-ce qui est probable ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple du témoin que j'ai interviewé. Est-ce qu'elle est folle? Est-ce qu'elle a bu? Oui. Pour moi, son témoignage me paraît sincère. Est-ce que c'est une scoop? Est-ce que ce sont des extraterrestres ou pas? Ça, je ne peux pas le déterminer. Mais je pense que oui, c'est possible. Alors, vous voyez, je pense en termes de probabilité. Donc, quand il y a beaucoup de choses qui s'accumulent, vous augmentez la probabilité que ça soit vrai ou pas. Hein. Donc, s'il y a des choses qui vous paraissent fausses, tout de suite, vous arrêtez. Hein. Non, mais moi, je faisais allusion à ces photos-là, qui paraissent quand même bien trop réelles. Ça paraît... C'est ça. Ça paraît des photos quand même fabriquées. Exactement. Mais vous ne pouvez pas le savoir puisqu'elles sont trop réelles. Mais si elles étaient vraies, bah vous voyez ce que je veux dire? C'est pas parce qu'elles paraissent trop réelles qu'elles sont fausses. C'est pas logique. Bien sûr. Est-ce qu'il y a eu une évolution des formes sur les photos de Guy Meyer, puisque celle-ci date de 75 et ça, on retrouvait ça dans, par exemple, la série des envahisseurs par rapport des envahisseurs. Les envahisseurs. En fait, il a pris une série de photos au moment de l'argentique. Et ensuite, on lui a dit, on arrête les photos, il y en a suffisamment. D'accord. Donc on ne peut pas savoir si, en matière de technologie. Si. Voilà, si, il y a eu ce qu'on appelle plusieurs variations. C'est-à-dire que là, vous avez une variation 1, là, vous avez un drone, enfin d'après ce qu'il raconte, hein. Vous avez un drone, c'est-à-dire un vaisseau inhabité qui passe à côté. Donc vous avez variation 5, 6, etc.
Et vous avez même une soucoupe en forme de... alors, ce qu'on appelle le wedding cake UFO, c'est-à-dire gâteau de mariage. Donc la forme est tellement bizarre que vous dites mais c'est une blague, c'est pas possible. Voilà. Et j'ai le sentiment, voilà, parce que j'examine ce cas depuis plusieurs années, j'ai le sentiment que il ne force pas les gens, vous voyez, il ne force pas les gens à croire à cette histoire. Et vous êtes obligé de creuser pour savoir, pour déterminer par vous-même si c'est vrai ou faux. Donc là, il a écrit 26 000. Alors il est aussi censuré sur les sites d'ufologie. Hein. Dès qu'on en parle, c'est gros canular, etc. Et puis il ressort les mêmes arguments qui ont été contre-argumentés. Enfin, ça n'en finit pas. J'entre pas dans les détails parce que ça durerait des jours. Et sur ces 26 000 pages, il parle de plein de choses. Donc, sur des projections sur l'avenir, des connaissances scientifiques, historiques, spirituelles et politiques. Donc, évidemment, dès que ça touche au spirituel, on va dire que ça moi, j'ai commencé à lire. Ça m'a pas semblé quelque chose de sectaire, c'est-à-dire ça va pas dans le sens d'imposer une réalité, puisqu'à chaque fois, j'ai presque envie de dire, ils ne forcent pas du tout la main, puisqu'ils invoquent même des trucs, on se dit, mais ils le font exprès ou quoi, c'est pas possible, ils veulent vraiment qu'on n'y croit pas, quoi. Mais pourtant, voilà, pour en revenir au quiz que je vous ai fait tout à l'heure, toutes les questions scientifiques que je vous ai posées, en fait, elles ont été abordées par Bill Meyer. Donc, ça rapporte quand même. pardon ? 40 livres, ça rapporte. Oui, on peut dire que c'est pour l'argent aussi, bien sûr. Mais vous voyez, c'est pas comme Raël, vous voyez. Raël, lui, il demande 8 millions de dollars pour faire des clones, je sais pas quoi, ou pour aller nager dans la piscine avec des jolies femmes. Bon. Lui, non, il a plutôt l'air de travailler. Voilà. Après, c'est à vous effectivement de décider est-ce que c'est un type qui fait ça pour gagner de l'argent ou pas. En tout cas, je peux vous dire que les 26 000 pages, ça doit être un sacré travail. Donc, je vais vous dire, par rapport au quiz que je vous ai posé tout à l'heure, il a abordé toutes ces questions. Donc, pour lui, le centre, le pic le plus éloigné du centre de la Terre, c'est le mont Chimborazo. Donc, ça a été déterminé. Du coup, moi, en fait, si vous voulez, c'est la première question que j'ai creusée. Parce que je suis tombé sur le site de Michael Horn, son représentant aux États-Unis, il y a quelques années. Je me suis dit, bah, c'est des rigolos. Alors, j'ai voulu vérifier. Je me suis dit, bah, Michael Horn, c'est qui ce gars il dit des trucs, mais ils ont l'impression d'avoir toujours raison. C'est pas possible. Et donc, il disait que le mont Chimborazo, oui, ça avait été déterminé dans National Geographic en 2002. Et j'ai fait des recherches, effectivement, et c'est pas vrai. C'est pas vrai, le mont Chimborazo, ça a été déterminé en 1993. Ils ont fait des mesures du mont Chimborazo en 1993 par GPS. Vous pouvez le chercher dans Wikipédia, moi, ça m'a pris une journée, quand je l'ai cherché un petit peu partout. Et effectivement, dans le texte de Bill Meyer, il raconte que le mont Chimborazo est distant du centre de la Terre d'à peu près 2150 mètres de plus que le mont Everest. Bon. Alors j'ai cherché, effectivement, les mesures GPS donnent bien 2143 mètres, quelque chose comme ça. Alors du coup, le problème c'est que le texte a été publié dans les années 80. Et la mesure par GPS est faite en 93. Mais on pouvait dire, oui, mais on connaissait la mesure GPS, on pouvait connaître quand même la hauteur. En fait, ils s'étaient trompés de 42 mètres. Donc c'était, s'ils avaient utilisé la formule qu'ils avaient, hein, la mesure qu'ils avaient, ils auraient augmenté de 42 mètres, donc ça aurait été plus proche de 2200 mètres que de 1150 mètres. Et de plus, les mesures satellites ont commencé à se faire que vers la fin des années 80. Donc on peut effectivement dire que c'est un coup de bol, qu'il avait accès à ces informations. Mais voilà, c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Pour les activités humaines sur les tremblements de terre, sur les volcans, il en a parlé aussi pareil, dans les années 70, 80.
Pour les ondes gravitationnelles, pareil, il en a parlé. Il a expliqué un peu comment ça fonctionnait, sauf qu'il n'a pas dit troublant, il a dit un renflement. En anglais, il a parlé de renflement. Donc il appelle ça des bulges Hall, quelque chose. Donc ça rejette la matière. Nous, en théorie, on ne sait pas si ça existe. Enfin, on pense que ça peut exister. Lui, il dit que ça existe. Et donc on est là à la limite des connaissances. Donc lui, il dit des choses, on ne peut pas savoir si c'est vérifiable ou pas. Pour les boucliers magnétiques, bon, ça reste encore la théorie, mais on commence à démontrer que c'est possible. Bon, lui, dans ses histoires, il parle de boucliers magnétiques autour des vaisseaux spatiaux qui permettent le voyage interstellaire, puisqu'il y a des gaz et des poussières. Si vous voulez aller très vite, ça devient extrêmement dangereux. Donc, ils sont obligés d'avoir des champs électromagnétiques qui entourent leur vaisseau pour les protéger. Pour l'invisibilité, c'est pareil, donc ils peuvent devenir invisibles ou pas. Ils arrivent à courber la lumière. Pour les pistolets laser, c'est pareil. Donc, on le voit en photo avec des pistolets laser et les gens ils se disent mais c'est un jouet et tout. Et les enquêteurs qui ont enquêté là-dessus, ils ont fait tous les magasins de jouets à l'époque en Suisse. Ils n'ont pas trouvé le même modèle. De l'eau sur Mars, il en a parlé aussi dans les années 70, mais de la vie sur Mars aussi. C'est-à-dire que pour lui, c'est une évidence, la vie sur Mars existe. Il a dit qu'on recoloniserait Mars. Si vous voulez, il y a quelques années, on disait qu'on n'avait pas de budget pour aller sur la Lune. En fait, c'est George Bush qui a relancé le programme spatial, et il y a quelques années, il a dit oui, on va aller sur la Lune. Et là, c'est juste récemment que, si vous faites attention à cette actualité, c'est juste récemment qu'ils ont dit ouais, on va arrêter pour la Lune parce que on va aller plus vite et on va aller sur Mars. Et là, depuis 2 ou 3 ans, vous avez certainement remarqué qu'on fait un peu de tapage médiatique sur l'exploration de Mars. Les TV moniteurs peuvent-ils induire des effets sur notre organisme de façon subliminale, ça il en a parlé aussi. À quoi servaient les planes de Nazca? Alors, donc, comme je vous ai dit, c'est que très récemment qu'on a découvert le système d'irrigation qu'on a mis en évidence, pour les cultures, alors que c'est quand même une zone aride. L'explication qu'il a donnée par rapport aux plaines de Nazca, c'est que c'était des jardins astrologiques. C'est-à-dire que les figures font référence à des constellations et qu'il y avait des jardins à l'époque. Mais c'était pas quelque chose de forcément évident. Parce que ça, il l'a écrit il y a quelques années. Et là, on vient juste de mettre en évidence ce système d'irrigation. De plus, l'idée de dire que ça faisait référence à des constellations. Alors là, pareil, il y a 2 ou 3 semaines, il y a un jeune qui a eu une idée prétendument géniale, où il dit oui, les cités des Aztèques ou les cités aztèques sont alignées selon des constellations. Il affirme avoir trouvé sans doute une nouvelle cité, puisque en fonction des images des constellations, il a deviné, il prétend avoir deviné l'emplacement d'une nouvelle cité. Donc c'est quand même une idée qui est originale, et ça pour l'instant on ne peut pas le vérifier. Voilà. Combien y a-t-il de forces dans notre système physique? Donc voilà, nous on pense à une 5e force, lui il affirme qu'il y en a 7. Voilà. Donc les plaines de Nazca, c'est où? On a soufflé. Voilà. C'est au Pérou. Y a-t-il des questions? Y a-t-il des questions? Oui. Comment est-ce que vous interprétez le fait que ce monsieur ait donné, il y a plusieurs dizaines d'années, toutes ces indications? Est-ce qu'il avait des dons de médium? Est-ce qu'il avait un contact avec au-delà? Exactement. Alors, on peut se dire, oui, c'est peut-être un médium. Il y a des contacts avec l'au-delà. Mais le problème, c'est tout ce qui est matériel autour de lui. C'est-à-dire les éléments matériels comme les enregistrements sonores et les surveillants métalliques, plus les photos.
S'il est médium, alors il est capable de projeter peut-être des images sur la pellicule. C'est possible, mais vous voyez, moi j'essaie de trouver l'explication la plus plausible par rapport à ça. Est-ce que vous connaissez le rasoir d'Occam? Le rasoir d'Occam, ça consiste à dire que quand il y a plusieurs hypothèses, on va plutôt aller vers la plus simple. Moi, ce qui me semble le moins parabiscoté, c'est qu'il est contacté par des extraterrestres. Voilà, c'est ça. Pourquoi les extraterrestres? Après, Parce que toute autre explication est très complexe. Après, c'est à vous, si vous voulez, si vous voulez vraiment creuser la chose, c'est de voir ce qu'il a écrit. Parce que moi, voilà, si je vous ai mis l'enregistrement de l'interview, c'est que comme ça, vous êtes en contact direct avec la source. Donc vous faites votre opinion vous-même. Et ce que je voulais faire un petit peu dans cette conférence, c'était rétablir un petit peu le mal, ou peut-être le tort éventuel qui aurait été fait par rapport à ce cas-là. Parce que il se passe qu'il il me semble qu'il y a vraiment des informations par rapport à ça. Après, c'est à vous de juger. Hein. Pourquoi? Parce que les sites qui les informent par rapport à ça, enfin, qui les informent, j'en sais rien, hein, ne semblent pas aussi objectifs qu'ils le disent. Donc il y a au moins 3 sites qui parlent de ça. Et puis il y a des sites qui reprennent l'information des Pléiadiens en déformant et en montrant des choses absurdes qui n'ont aucun sens. Et l'un des sites, par exemple, analyse les écrits de Billy Mayer en disant oui, c'est facile, oui, mais on savait, etc. Et Billy Mayer, par exemple, a écrit qu'il y aurait une épidémie d'Ebola, par exemple. Et le type, sur son site, il dit ouais, mais c'est facile, ah oui, mais c'était prévisible, et puis regardez le graphique. Et alors il nous montre un graphique sur l'épidémie d'Ebola en nous expliquant que c'est quelque chose de tout à fait logique et prévisible. Donc moi j'ai lu ça, j'avais lu il y a quelques années cette histoire d'Ebola, et ça m'a étonné effectivement quand l'épidémie d'Ebola est survenue. Alors je vais peut-être vous montrer. Voilà, ça c'est un site qui débunk. Le terme maintenant c'est debunking, c'est-à-dire qui prouve que c'est faux, donc que c'est un canular. Donc là vous avez par exemple le site d'Ebola. Voilà, donc il en parle. Il y a 600 contacts qui ont été transcrits. Et donc voilà. Donc là il parle de l'épidémie d'Ebola, là c'est le texte original. Et là ensuite, le monsieur qui tient ce site, il passe toute sa vie. Parce que c'est long. Il vous montre un graphique pour vous dire, bah oui, mais c'était pas tant inédit, c'était juste, voilà, c'était sporadique, c'est normal, il y en avait dans les années précédentes. Alors quand vous regardez ce graphique, vous dites, bah ouais, vous êtes d'accord, mais est-ce que vous voyez un problème dans ce graphique? Ça, en anglais, il dit non, ce n'est pas une épidémie, c'est un outbreak. Non, c'est pas une épidémie, c'est juste comme ça, une explosion épidémie, une petite explosion, enfin voilà. Alors, est-ce que vous voyez un problème dans le graphique? Oui. Vous n'avez pas besoin de savoir de connaissances. Où est le problème? Le problème, on voit bien que c'est plus haut là-bas. Oui. Mais bon, après, on peut dire aussi que c'est lié à la densification de la population. Non, alors, ça, si vous voulez, ça donne le nombre de victimes, de gens morts et de gens qui ont été touchés par le virus. Donc je vais vous... On ne sait pas combien il y en a eu en 2014. Attendez. Voilà le graphique avec la bonne échelle. Alors, j'ai contacté la personne et je lui ai dit il y a un problème dans le graphique. Ça n'a pas été changé. Je l'ai contacté 2 fois. Et en direct, c'est-à-dire que c'était sur Facebook. Et je lui ai dit dites, il y a un problème dans votre graphique.
2 fois. Il a fait comme si de rien n'était. Quel est le problème? C'est presque vrai. Alors regardez, voilà le graphique. Et voilà le graphique. Vous voyez qu'il joue avec les échelles parce que ça dépasse largement. Vous voyez? Donc il minimise, si vous voulez, voilà, c'est une technique, hein. C'est une technique, c'est déformer l'information. Il minimise la réalité, il la déforme pour, si vous voulez, pour diminuer l'importance de ce que des écrits. Vous voyez. Bon, après, c'est à vous de décider par vous-même si c'est vrai ou pas. Enfin, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, mais en tout cas, j'ai fait l'effort 2 fois et il n'a pas changé. Vous voyez, et c'est constamment comme ça. Voilà. Quand vous connaissez le cas, vous apercevez que c'est constamment comme ça. Donc, est-ce que c'est des informations ou pas? Je ne peux pas vous le prouver. Mais je dirais que, oui, je peux pas, vous voyez, je crois pas, mais je tendrais, d'après les raisonnements de probabilité, je dirais qu'il y a des chances. Voilà. Je dirais, bon, 95%, 94%, vous voyez, C'est quoi? que ça soit de la désinformation. La désinformation? Oui. D'accord. Et donc, là, si vous voyez par exemple les photos, il y a aussi. Alors, il y a un type qui est spécialisé dans l'analyse des écrits, qui dit oui, tout ça, c'est des conneries. Et il y a un autre qui est spécialisé dans les photos. Donc, il va faire des photos et puis il dit oui, je peux faire la même chose. Et c'est pareil, enfin, c'est la même chose, si vous voulez. On a le même problème d'argumentation. Qui est voilà, qui manque de enfin moi qui me semble manquer de sincérité. Donc là je vais voir dans les photos. On est dans les temps là, au forum de la salle. Non, c'est bon. Alors il en a fait des dizaines, des dizaines et des dizaines. Voilà. Donc là, vous avez un type. Voilà, là c'est une photo. Donc voilà, le gâteau d'Amaria. On se dit, c'est pas possible. Hein, voilà. Mais quand vous observez vraiment, parce qu'il y a des photos en haute définition, vous apercevez qu'il y a une perfection dans la réalisation qui est quand même étonnante. Et il y a un ingénieur à la retraite qui a fait la simulation en 3D avec le décor. Et il en a déduit, en fonction de l'apparence, la forme des reflets dans les boules, vous voyez, parce qu'il y a un reflet du décor. Donc il a reconstruit le décor dans un logiciel 3D, et il en a déduit que ça ne pouvait qu'un appareil de plusieurs mètres. Voilà, c'est un peu ses études. Mais là, vous voyez, on peut plonger là-dedans pendant des jours, hein, des mois. Là, c'est la photo de pistolet laser. Tu peux agrandir ou pas? Pardon. Voilà. Avec un habit doré. Alors, c'est intéressant l'habit doré parce qu'on peut se dire oui, mais c'est encore un canular. Enfin, bon, déjà, il faut avoir l'idée et puis il faut avoir les moyens de faire un habit doré. Hein, comme ça, je ne sais pas si vous êtes couturier, je ne sais pas. Mais dans beaucoup d'apparitions d'extraterrestres, enfin, dans les histoires. On relate ces histoires d'habits dorés, notamment dans Fatima. Puisqu'on disait que parfois l'habit était blanc et doré. Ça fait penser à la couverture de survie qu'on voit maintenant? Oui, peut-être, oui. Peut-être. Après, c'est pareil, les enquêteurs, à l'époque en tout cas, ont essayé de trouver partout le même style de vêtements dans toute la Suisse. Ils n'ont pas trouvé. Oui, ils ne sont pas trop sérieux. Alors, il a par exemple essayé le pistolet laser, et ça a fait un trou dans un arbre. Et les enquêteurs ont tendu un fil à partir de ce trou-là, et ils sont allés dans la forêt. Et ils sont aperçus qu'en le tendant très loin, aussi loin qu'ils ont pu le faire, ça coupait des brindilles. Ils se sont dit, oui, mais quand même, il est fort, le type, si c'est un canular, il a poussé loin le détail. Hein. Il y a aussi des photos, vous savez, ce qu'on appelle des crop circles. Hein. Donc, eux, ils expliquent que c'est dû à un rayonnement magnétique, et donc l'herbe tourne
parce qu'elle a été désorientée par le rayonnement magnétique, et donc elle continue à pousser pendant plusieurs mois, toujours à l'horizontale. Et donc là, effectivement, il y a plusieurs phénomènes comme ça de crop circle avec Meyer. Il y a aussi des trous qui ont été faits dans de la glace. Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, moi une fois j'étais bloqué dans la glace, j'ai essayé de couler de l'eau chaude dessus pour la faire fondre, ben, c'est pas évident. Hein. Et donc lui, il a une photo, alors je ne sais pas si je l'ai là, mais on voit un trou dans de la glace en Suisse qui fait plusieurs centimètres de profondeur. Sachant que, étant donné qu'ils ont une technologie qui est en avance sur nous, enfin, si c'est vrai, ils n'ont pas besoin de se poser. En fait, ils l'ont fait juste pour la démonstration. Alors là on a l'exemple d'une photo dont les gens ont dit que c'était une fausse et qu'ils ont fait ça sur un décor noir avec un... Et en fait, il y a un type qui a eu l'idée, 40 ans après, de passer la photo sous Photoshop et de l'éliminer. Et ils se sont aperçus qu'il y avait un décor derrière, qu'il y avait de l'herbe, de la pelouse et en plus une aura autour de l'engin. Vous voyez, on découvre par la suite des choses qu'on n'avait pas découvertes. Voilà, alors, vous voyez, c'est-à-dire que pendant des décennies, il a montré cette photo sans assister, hein, en disant oui, bah voilà, vous savez ce que vous voulez. Donc les gens ont dit oui, c'est un modèle. Et voilà, il y a un type qui a eu l'idée de passer sur Photoshop. Et oui, si c'est un modèle, dans ce cas-là, oui, peut-être que ça c'est aussi un faux décor. Donc il était fort parce que du coup il s'est quand même fatigué à faire tout ça, alors que ça n'apparaissait même pas sur la photo pendant des décennies. Le trou dans l'arbre, ils l'ont examiné et ils ont vu qu'il était ovale. Et ça pose un problème aussi. Que si ça avait été par une perceuse, a priori ça était circulaire. En plus, ils n'ont pas trouvé de mèche qui était suffisamment grande pour traverser l'arbre. Donc, en plus, la forme ovale ne doit pas être évidente à faire. Je ne suis pas ébéniste, mais je pense que logiquement, c'est pas évident. Alors, il y a aussi photographié cette image où on dit que c'était certainement un photomontage. Alors, vous avez un engin lumineux qui est pareil, hein, qui se déplace, qui lévite dans l'air. Mais vous voyez, l'engin lumineux, il éclaire quand même le décor. Hein, donc, c'était pas trop mal fait comme surexposition. Et en plus, enfin moi j'ai trouvé ça intéressant parce que l'OVNI que décrivait Nelson Montfort ressemble à celui-là. Alors je ne sais pas évidemment si c'est le même, mais en tout cas ça ressemble. C'est une description qui ressemble beaucoup. Vous voulez le voir, le témoignage de Nelson Montfort? Voir un OVNI, c'est ce qui est arrivé au journaliste sportif Nelson Montfort en 1985. L'observation était la suivante. J'ai vu un objet lumineux, je dirais rectangulaire, très très lumineux, mais très très lumineux, qui se déplaçait doucement au-dessus de la crête des sommets alpins, puisque c'était du côté de la station des Arcs en Savoie. Et puis à un moment donné, alors il allait vraiment doucement, pas un bruit. L'objet a fait une sorte d'oscillation à 45 degrés, et là, est parti à toute vitesse dans l'espace, si je puis dire. Donc voilà, c'est objet lumineux comme ceci, 45 degrés, et hop, en aucun cas dématérialisation, non, disparition. Est-ce que ça a changé mes croyances? Est-ce que ça a modifié des choses? C'est une bonne observation, probablement oui. Oui, probablement oui. Je pense effectivement aujourd'hui profondément que nous ne sommes pas les seuls dans l'univers. Je pense aussi compte tenu des distances et du système solaire et des galaxies, etc., qui sont autour de nous, qu'il y a probablement des intelligences supérieure, même bien supérieure à la nôtre. Pour répondre directement à cette question, je pense que ça peut donner peut-être une certaine humilité à nous autres pauvres terriens, et ça au fond, c'est une assez jolie leçon. Bon, voilà, enfin vous avez entendu qu'il parlait de devenir rectangulaire très lumineux. Voilà.
on peut quand même penser que tous ces objets qu'on observe ne sont pas habités pour la plupart, probablement, et que ce sont le même type d'objets que nous-mêmes on envoie, comme les sondes, dont certaines ont même quitté le système solaire. Oui. Oui, alors effectivement, ça pose le problème de l'accélération, puisque le corps humain ne peut pas subir tant de G, quoi. Et ça pose aussi le problème du voyage interspatial, puisque d'après nos connaissances, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. Donc forcément, soit c'est des gens qui habitent à... Soit c'est des gens qui... Enfin, s'ils viennent, soit ce sont des gens qui vivent très longtemps et qui voyagent en soucoupe pendant des années, soit ils ont maîtrisé la vitesse de la lumière, en plus, et effectivement, là, on en parle un petit peu dans les films de science-fiction, les fameux trous de verre et des choses comme ça. Donc, effectivement, c'est une chose qui est... Voilà. Là, j'ai, par exemple, l'équipe... Soit ils se déplacent dans une dimension qu'on ne connaît pas, oui. et à ce moment-là, le problème de vitesse n'est plus patron. Voilà. Bah, donc, en fait, l'Américain, qui est un ufologue qui s'intéressait, l'un des premiers à s'intéresser au cas Billy Meier, puisqu'en fait, l'ufologue européenne qui allait voir Billy Meier, elle dit oui, alors là, les photos, elles sont trop bien, c'est pas possible. Mais quand même, le type, il me dérange. Et en fait, elle ne voulait pas parler de lui. En fait, c'est une spécialiste, elle avait écrit un livre sur Adamski, donc il y avait un autre contacté. Et elle a dit non, je veux parler de lui. Pourquoi? Parce qu'il disait des choses très dérangeantes. Hein. Donc il a écrit ces fameuses notes de contact, et il en est à plus de 600. Et encore aujourd'hui, hein, même le mois dernier, il en a fait. Hein. Et effectivement, c'est très dérangeant. Et l'Américain qui est allé enquêter là-bas a transcrit les 120, 130 premières notes de contact. Alors, ça fait 1200 pages. Et sur ces 1200 pages, ça a été censuré, si vous voulez. Il n'y a même pas toute l'intégralité des notes. Hein. Et donc ça fait au moins 10 pages par note. Au moins 10 pages, oui c'est ça. On parle plus de 10 pages par note. Et oui, vous avez vu que quand ils abordent les problèmes scientifiques, ça va quand même assez loin. Hein. Même s'ils ne donnent aucune preuve, hein. Ils ne font qu'un calcul, ils ne prouvent pas ils ne vous donnent pas la preuve qu'ils sont capables de faire ça. Mais ils évoquent des sujets scientifiques qui sont à la bordure de nos connaissances, ou alors carrément beaucoup trop loin, tellement loin qu'on se dit mais c'est pas possible, c'est des conneries si vous me passez l'expression. Donc cet Américain, l'ufologue européenne est allé voir cet Américain, qui est aussi l'ufologue à l'époque américain qui avait le plus de photos, qui avait collectionné le plus de photos aux États-Unis. Donc il s'appelle le lieutenant-colonel Wendell Stevens. Donc c'est un type de l'armée qui a vu qui s'est aperçu, il le dit dans une vidéo, on cachait des choses à propos des ovnis. Donc il a vu des films, il a vu des témoignages, et il s'est aperçu qu'on envoyait des films, que l'armée envoyait des films à Washington, je ne sais où, de capture d'images, et lui il dit que ça revenait jamais, qu'on n'entendait jamais parler. Et donc il s'est décidé du coup à enquêter sur tous les ovnis, et il avait une collection de 4000 photos dans le monde entier. Et l'ufologue européenne aussi était très, très connue, elle avait aussi beaucoup de photos, mais comme elle ne voulait pas parler de ça, elle est allée voir l'Américain, et elle lui a présenté une dizaine de photos, alors qu'elle en avait peut-être 50, hein. Mais elle voulait pas, elle voulait pas trop en parler, parce que c'est assez compliqué d'en parler. J'imagine qu'à l'époque, c'était encore plus compliqué d'en parler. Et donc ce lieutenant-colonel, il dit ouais, c'est pas possible, ils avaient eu la même réaction que vous, elles sont trop vraies. Mais alors comment il a pu truander, comment il a pu falsifier toutes ces photos, il est quand même fort, hein, j'aimerais bien savoir son truc. Et puis au bout d'un mois, il se décide quand même à voir, je crois qu'il a attendu 1 an. Enfin il était vraiment étonné, il a bien rigolé avec ses amis.
Il a attendu, je crois, 1 an pour aller en Suisse quand même. Et puis il est allé voir le Meyer. Et quand il est revenu aux États-Unis, il s'est dit non, c'est pas possible, il faut que j'enquête là-dessus. Mais le problème, c'est que il faut des moyens. Et donc il a demandé à son ami qui était le chef d'entreprise d'une société de contre-espionnage, donc qui est spécialisée dans le contre-espionnage électronique, qui s'appelle Lee Elders, qui avait plus de moyens que lui. Donc il l'avait convaincu de venir l'accompagner en Suisse pour voir la situation. Et là ils ont accroché, enfin ils se sont dit oui, on va essayer de le démasquer. Et donc ça a donné lieu à un documentaire parce qu'ils ont passé plusieurs mois là-bas. Ils ont essayé de voir, mais ils ont fouillé partout. Ils ont regardé les endroits où il avait fait les prises de vue. Et il y a des endroits, déjà, il faut passer devant des champs pas possibles, il faut passer devant des fermes. Et pour ceux qui connaissent la Suisse, enfin, moi j'ai une cousine en Suisse qui me raconte que les gens ils se regardent tous entre eux. À la campagne, dès qu'on fait 100 mètres, il y a le voisin qui voit tout ce qui se passe. Et en plus, les endroits où il a pris les photos, qu'on voit, il n'y a pas d'arbres. Il y a un espace vide de 500 mètres devant vous de tous les côtés. Alors, il y a un précipice juste devant vous qui fait 50 mètres de haut. Comment vous pouvez passer un pilotis pour mettre un modèle? Et donc dans le documentaire, tout est expliqué de façon très précise. Et voilà. Il y a 2 documentaires qui ont été traduits en français, qui s'appellent La Révolution silencieuse et Contact. Et dans ces 2 documentaires, on raconte un peu ce qui s'est passé dans Contact. Le documentaire Contact, qui est sur qui est traduit en français. Je peux vous passer l'adresse si vous voulez. Raconte l'enquête qui a été faite pendant des mois et qui a été étalée sur plusieurs années. Et là, ils n'ont jamais réussi à trouver une faute, à le prendre en faute. Ils l'ont même fait passer au test de mensonge. Voilà. Et il y a eu un 2e documentaire qui a été fait par Michael Horn, donc 30 ans après. 30 ans après. Qui reprend les choses rétrospectivement, plus en analysant les écrits, puisque effectivement il a écrit beaucoup de choses qui se sont avérées d'une certaine manière. Donc effectivement c'est quelque chose qui est très dérangeant parce que quand quelqu'un vous explique par exemple qu'il va y avoir une épidémie d'Ebola, enfin comme moi j'ai vécu en tout cas, et que vous voyez dans les journaux un jour qu'il y a une épidémie d'Ebola, alors que vous n'y attendiez pas, enfin que c'était pas probable, ou alors par exemple qui vous dit que oui on va aller recoloniser Mars, alors que tous les journaux vous disent qu'on va passer sur la Lune, parce que dans les années Bush on ne parlait pas du tout de Mars, ça date que depuis 34 ans. Vous posez quand même des questions. Mais ça c'est juste 2 points parce qu'il y en a des dizaines. Moi, je vous prédis qu'il y en aura d'autres des épidémies d'Ebola, parce qu'en continuité pour rester. Oui, bien sûr, on peut toujours effectivement rationaliser et puis dire oui, il y a un gars qui l'a prévu, et effectivement. Et c'est la vérité, certainement, il y a des gens qui l'ont prévu. Maintenant, autant de gens, enfin autant de connaissances prévues comme ça à l'avance, moi j'ai du mal à l'expliquer. Enfin, autrement que. C'est à vous de poser des hypothèses. Est-ce qu'il donne une explication, par exemple, prendre vous en photo avec une combinaison là, dorée et ce fameux laser avec lequel il va tirer dans l'arbre, donc un trou ovale. Mais est-ce qu'il donne une explication sur le fait finalement de ne pas avoir conservé les lasers et voilà la preuve, quoi, ou la combinaison? Oui, bien sûr. Bien sûr. Si vous voulez, ils sont malins. Ils sont malins parce que. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses. C'est-à-dire qu'ils sont très malins parce qu'ils laissent une porte de sortie à chaque fois. Donc, par exemple, les échantillons métalliques, vous pourrez voir sur Internet, par exemple, je vous donne un exemple, juste à côté, c'est pareil. Ils ont donné des échantillons métalliques à analyser, et il y a un type qui s'appelle Marcel Vogel qui
qui est l'un des pères du disque dur chez IBM. C'est pas rien, quoi. Enfin, il a je sais pas combien de brevets à son actif. Et il a analysé ces échantillons métalliques, il a dit c'est pas possible parce que je vois il y a des éléments rares, très rares sur Terre, mais surtout qui ont été fusionnés avec alors sur un tout petit échantillon, vous avez je sais pas combien d'éléments métalliques ou pas qui ont été incorporés dans l'objet. Donc ça suppose quand même des nanotechnologies, vous voyez. Et en plus, il dit mais c'est pas possible, on peut faire ça qu'avec la fusion froide, parce que vous avez une juxtaposition de tout petits morceaux microscopiques morceaux de métaux, ce qui n'était pas réalisable en tout cas à l'époque, parce que vous êtes obligé de faire une fusion quand vous mélangez deux métaux. Donc vous avez un composant qui est un alliage, et vous n'avez pas la superposition de deux états discrets, vous voyez ce que je veux dire. Donc il a analysé ça, et manque de bol, il a juste eu le temps de faire une vidéo et en parler, et puis après le morceau de métal a disparu. Vous voyez ce que je veux dire. Donc à chaque fois vous avez juste de quoi vous faire réfléchir, et vous n'aurez jamais la preuve. Donc c'est un cas que vous pouvez creuser très très longtemps, vous n'aurez jamais la preuve. Moi j'en suis sûr parce que je creuse depuis des années, si vous voulez. Donc 10 minutes. Ah, 10 ans, oui. Donc c'est un cas que je creuse, vous n'aurez jamais la preuve. Les gens qui sont allés enquêter, ils étaient très frustrés parce qu'ils n'arrivaient pas à déterminer que c'était faux, et ils n'arrivaient pas à déterminer que c'était vrai. Et le problème, c'est que du coup, vous êtes là et vous dites, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qu'est-ce qu'il raconte et pourquoi? Vous voyez, c'est extrêmement frustrant. Et en même temps, vous voyez, ça vous oblige à penser. Parce que vous êtes obligé de raisonner. Vous êtes obligé de raisonner parce qu'il n'y a personne qui va vous dire, ah ben j'ai la preuve, parce que au fond, si le type lui dit, oui, ben, j'ai gardé l'échantillon, j'ai la preuve qu'ils existent. Vous n'avez pas besoin de réfléchir, puisque vous avez une autorité qui vous dit, mais voilà, c'est la vérité, ils existent. Donc vous allez croire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous n'utilisez pas votre raisonnement, vous ne réfléchissez pas, puisque vous admettez comme une vérité quelque chose qu'on vous dit. Alors que eux, ils sont... Voilà, comment je comprends les choses. Eux, ils sont plus subtils, parce que vous creusez les trucs et vous lisez les écrits, vous les analysez, vous dites mais ça marche pas. Le problème c'est qu'il a 98% du temps raison sur des choses à l'avance, et du coup vous êtes obligé de réfléchir. Et vous êtes obligé de déduire en fonction de ce qu'il raconte si c'est juste ou pas. Donc ça vous oblige à réfléchir. Enfin moi c'est comme ça que je ressens les choses. Ouais. Parce que moi, si je vous dis oui, je suis un grand scientifique, j'ai eu l'échantillon en main, et c'est vrai, bah, croyez-moi. Oui, mais si vous voulez, dans ce cas-là, vous avez une attitude de croyance. Vous voyez ce que je veux dire? Alors qu'ils ne veulent pas que les gens aient une attitude de croyance. Pardon? Ça va être plus long. Exactement, ça va être plus long. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Vous êtes obligé de travailler. Comme les enfants qui répondent à la. Exactement. Et alors, si vous voulez, c'est ce que raconte Alain Kohn dans une vidéo, là, le mathématicien, parce qu'il en parle. Et il dit est-ce que vous rendez service aux enfants lorsque vous leur donnez la solution? Et il dit l'état des mathématiques est déplorable à l'école et au collège parce que on donne des formules toutes faites. Alors que mon temps, si je puis dire, on séchait sur les problèmes de mathématiques. Les questions étaient simples, mais on mettait du temps et on séchait et on essayait de trouver la solution. Donc qu'est-ce qui est le plus formateur? Est-ce que c'est une vérité révélée ou c'est une vérité que vous cherchez vous-même, vous voyez? Et donc, ils le disent en fait dès le départ, ils disent nous, on n'est pas là pour vous aider, enfin pas matériellement en tout cas, on est là pour vous faire réfléchir et puis vous donner des informations. Mais pour les avoir, ces informations, il faut bosser. Voilà. Moi, c'est comme ça que je comprends les choses par rapport à ça. Et donc, je dirais que le ticket d'entrée est quand même élevé.
parce qu'il faut connaître l'allemand, ou à défaut l'anglais, puisque bon, je connais mieux l'anglais, donc je lis en anglais. Et pour vérifier si ce qu'il raconte au niveau scientifique est vrai, il faut quand même faire des recherches. Voilà. Est-ce qu'il y a eu des apparitions de ce groupe volant beaucoup plus importantes maintenant par rapport à avant, par rapport à ce qu'il avait au début le Suisse, depuis 1975? Les contacts ont continué jusqu'en 95. Et ils ont dit, maintenant ils reviennent de temps en temps, mais dans un cadre amical, ou alors ils communiquent par télépathie. Alors là, c'est pareil, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous raconte des choses qui peuvent paraître complètement folles. Et ils ont quitté la Terre en 95 parce que, oui, je crois qu'ils disaient que pour l'instant, ça ne servait pas plus à grand chose d'insister. Enfin, voilà. Mais par contre, les contacts continuent. Avant, ils répondaient aux questions, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui aident Billy Mayer, qui pensent que c'est intéressant de l'aider dans son travail de dissémination d'informations. Donc il y a une trentaine de personnes. Hein. Mais pour moi, c'est pas une secte. Hein. C'est juste qu'ils ont décidé, moi je n'en fais pas partie, hein, mais ils ont juste décidé de consacrer leur vie à disséminer cette information et puis à la préserver. La question c'était... Les apparitions. Oui, de toute façon, maintenant c'est plus intéressant parce qu'ils savent très bien qu'avec le numérique, on fausse tout ce qu'on veut. Donc voilà, ils ont arrêté. Voilà. Par contre, si on regarde ce qu'il a fait au niveau argentique, voilà, si on examine vraiment tout ce qu'il a fait, il y a de quoi faire. Donc il y a un livre qui a été écrit, il y a eu des enquêtes qui ont été faites, mais en plus il y a eu une enquête sur les enquêtes. C'est-à-dire qu'ils ont demandé à un type qui s'appelle Gary Kinder, et c'est pareil, c'est pas un rigolo, hein, de faire une enquête sur ces enquêtes, sur cette affaire. Donc il a réinterrogé les gens, il a décrit dans un livre comment les enquêtes se sont déroulées, et il en arrive toujours à la même conclusion. On ne peut pas prouver que c'est vrai, mais en même temps, c'est extrêmement troublant. Ça s'appelle comment? Alors ça s'appelle Les Années-Lumière de Gary Kinder, et ça a été traduit par André Rieu. Voilà. Si vous voulez, je mettrai les coordonnées, les sources sur le site que je viens de mettre en place. Qui s'appelle? Oui, le site. Non, comment il s'appelle? Ah, le site. Quelle l'adresse du blog? Ah, ufologie conférence, d'accord. Il est référencé ou pas? Il faut vraiment taper l'adresse. Pardon? Il est référencé ou pas? Non, je viens de le faire ce matin. Hein. Ah ouais, non, mais comme ça. Et puis si vous avez des questions complémentaires, vous pourrez me les poser si vous voulez dans l'internet de ce blog. Donc il faut attendre 3 semaines, c'est ça? Pardon? Je sais pas encore. Alors, comme ce livre n'est plus édité, je l'ai acheté d'occasion. Éventuellement, je pourrais vous passer en numérique. Je crois que c'est pas trop. Alors, il est disponible en anglais. Ça s'appelle Light Years. C'est presque du domaine public puisqu'il traîne sur Internet. Hein, il s'appelle Light Years en anglais. Et vous pouvez le lire sous forme numérique en anglais. L'information scientifique de Alors, il n'a pas dépassé la 5e. Autre chose, par exemple, c'est le nombre de témoins. C'est-à-dire qu'en fait, ces contacts ont commencé dès qu'il a eu 5 ans, en fait. Enfin, c'est ce qu'il affirme. Et il a voyagé dans plein de pays à pied, ou enfin, en tout cas, par des moyens très, très frustes. Et il est allé en Inde, étudier chez un moine bouddhiste. Et ce moine bouddhiste, il a fréquenté des gens, vous seriez étonné, quoi. Enfin, le moine bouddhiste, c'est l'un des grands maîtres reconnus aux États-Unis. C'est Darwin Rama.
Et sa petite fille s'appelle Fo Bolsheng. Et sa petite fille, en fait, c'est une petite fille quand il a étudié chez son grand-père. Et cette petite fille est devenue diplomate au Cambodge. Et son grand-père, c'était un guérisseur très, très connu, enfin, voilà, un moine très connu et très réputé, et voilà, qui s'est installé aux États-Unis par la suite. Et Fo Bolsheng était petite fille lorsqu'il est venu, et il se passe qu'elle a assisté effectivement à des apparitions de Soucoupe à l'époque, et elle a même vu donc, des extraterrestres à l'époque. Et par la suite, aux États-Unis, lorsque l'affaire Billy Mayer s'est fait connaître, elle avait suivi son parcours à part. Donc elle est devenue diplomate, elle parlait du Cambodge aux États-Unis, etc. Elle était à l'ONU. Et elle tombe tout à coup sur le livre La Kierz, et elle reconnaît le temple, la photo du temple où elle était. Et du coup, elle essaie de recontacter Billy Mayer plusieurs années plus tard. Et elle témoigne dans des vidéos aussi qu'elle a effectivement vu des soucoupes volantes quand elle était enfant. Et qu'elle a aussi vu des extraterrestres, enfin, une dame habillée en blanc qui accompagnait Billy Mayer à l'époque. Mais bizarrement, ces soucoupes apparaissaient à certaines personnes et pas à d'autres. Et si vous voulez, on peut dire oui, c'est une folle, mais toujours pareil, on peut toujours suivre ce raisonnement, mais ça fait beaucoup de fou, quoi. Et surtout qu'elle était diplomate, son père est considéré comme quelqu'un de très sage, donc voilà, ça fait beaucoup d'éléments. Il y a des gens qui sont venus voir, des célébrités qui sont venus voir Billy Mayer, comme Eric von Däniken, sauf que lui, Eric von Däniken, c'est une célébrité en ufologie, puisqu'il écrit Les chariots de Dieu. Mais voilà, il est passé chez Billy Mayer, et puis il est parti, et puis il n'en a pas parlé. Par contre, Eric von Däniken a fait un parc d'attractions en Suisse, par contre, sur un terrain de l'armée suisse. Donc, vous en tirez les conclusions, mais bon. Et d'autres célébrités, par exemple Shirley MacLaine, c'est pareil, elle est venue voir Billy Mayer, il y a des photos. Mais pareil, quand elle est revenue aux États-Unis, d'après Billy Mayer, elle a déformé ce qu'il avait raconté. Puis elle a fait une sorte de film à sa sauce où elle racontait des choses qui n'avaient rien à voir avec ce qui s'est passé. Autre célébrité qui était le Ward, il y a Philippe Dire. Alors Philippe Dire, il n'est pas connu en France, mais en tout cas c'est un chef indien qui était activiste à l'époque aux États-Unis, qui était très réputé aussi, qui est décédé en 2009, récemment, et voilà, qui est allé en Billy Mayer. Donc, est-ce que c'est un fou? Est-ce que c'est un canular? Voilà. Et il y avait beaucoup d'éléments qui montrent qu'il y a des gens, en tout cas, qui le prennent au sérieux. Mais effectivement, ce qu'il raconte est tellement fou que je peux même pas vous dire tout ce qui est autour de lui, parce que ça passerait pas. Enfin, je crois pas que ça passerait. Voilà. Bon.